Voilà, donc 5 environnements, vous avez mis le schéma de nos environnements. Donc on a un bac à sable, une dev, une recette, un environnement de formation, un environnement d'intégration, un environnement productif. Donc ça fait beaucoup d'environnements, beaucoup de transport, beaucoup de refresh. Parce que quel que soit l'environnement, chaque utilisateur, chaque développeur, ou chaque personne au niveau de la recette fonctionnelle a envie d'avoir des données qui sont fraîches, qui sont propres, qui sont récentes et qui sont le reflet de la réalité du moment. Voilà. En dessous, c'est la chaîne Fiori, au-dessus, la chaîne GRC qui n'est pas incluse dans l'outil. On n'utilise pas l'outil pour ces environnements. Alors, au niveau des environnements, donc, le développement est un système multimandant. Donc, on a un mandant de référence et des mandants où les développeurs peuvent faire leurs tests. Un système de recettes où une équipe dédiée réalise tous les tests IT. Un environnement du AT où le business fait ses tests. Et ensuite des systèmes plutôt techniques jusqu'à la production pour tester les séquences de transport. Tout ça pour dire que du coup, développeurs, testeurs IT et testeurs métiers veulent avoir des données qui ressemblent à quelque chose pour effectuer la test. Alors pourquoi est-ce qu'on a cherché à avoir un outil pour le refresh de données? Alors, un peu comme chacun d'entre vous, je suppose. Parce que la plupart d'entre vous utilisent des copies standards SAP, avec des copies d'environnement, les DLS et ces choses-là. Le processus est assez long. Donc, chez nous, on avait à peu près une dispo de 5 jours du système SAP. Donc, voilà, le temps de copier, le temps de tourner la BDLS et de refaire tout le paramétrage nécessaire à ce que l'environnement soit bien reconnecté à toutes les legacy. Le temps de downtime de l'environnement pour les utilisateurs était d'environ 5 jours. C'est quelque chose qui est un peu long, qui coupe quand même les projets ou les maintenances en cours dans leur process. Voilà. Pendant une semaine, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Au-delà de ça, ce qui était le plus compliqué pour nous, c'était de trouver le créneau de 5 jours qui allait bien, qui pouvait convenir à tout le monde. Alors dans les années, on a utilisé différentes tactiques pour essayer de trouver ce créneau. Même en s'y prenant un an à l'avance, arrivé le jour J, il y a toujours un problème, un projet qui n'était pas prévu. Donc, on a régulièrement looté des créneaux de refresh parce que le créneau n'était pas disponible pour tel ou tel projet, où il fallait faire des inversions d'environnement. D'où l'utilité et l'importance de se dire qu'il faut qu'on trouve un environnement ou un outil en tout cas pour pouvoir accélérer ce processus de refresh. Et si par la même occasion on peut gagner un peu de place dans la base de données, voire avoir des fonctionnalités supplémentaires, pourquoi pas, ce serait pas mal. Voilà. Donc le postulat de départ était de se dire, au niveau de notre direction, c'est de se dire, voilà, ce serait bien si on pouvait rafraîchir la prod tous les jours sur notre environnement. Bon, je vous rassure, ce n'est pas le cas encore, on n'en est pas là, mais c'était le postulat de base dans notre recherche d'outils, c'était de se dire, voilà, imaginons que toutes les nuits, on rafraîchit l'environnement de prod sur un autre environnement. L'autre point, c'était de se dire, donc en tant que groupe américain, on est soumis à SOX. Et du coup, c'était de se dire, on veut éviter au maximum les connexions au système productif par le personnel de l'IT. C'est quelque chose qui est énormément vérifié au cours d'audit par différents acteurs. Le fait de limiter les accès à l'IT, à la production, permet d'éviter beaucoup de questions et de rapports auprès des autorités. Et le troisième souhait, c'était de réduire le temps de création, de recherche de cas de test pour les différents projets ou les différentes maintenances. C'est-à-dire, si pour tester tel ou tel projet ou tel correctif, on peut directement prendre les données productives, tester que ça marche, et pouvoir mettre en prod, ça fait gagner énormément de temps à tout. Voilà. C'était notre postulat de base, d'où l'acquisition de DSM. Alors, donc DSM est un produit qui comprend quatre grands modules. Donc un premier module qui s'appelle System Builder, qui permet en gros de recréer un nouvel environnement SAP vide de données, mais qui contient tout le dictionnaire et tous les programmes spécifiques ou standards modifiés ou standards. Pour la construction d'un bac à sable ou d'un nouvel environnement, par exemple, c'est quelque chose qui peut être utile.
Client Sync est le module qui permet de faire des refresh de données d'un mandant sur un autre, en mode full ou en mode réduit. On y reviendra. Object Sync est le module qui permet de copier des données unitaires, des données de base ou des données transactionnelles, de synchroniser ou de dupliquer des flux de prod dans des flux non productifs pour pouvoir justement monter les cas tests dont je parlais ou construire un environnement relativement réduit. Et Data Secure, un module qui permet d'anonymiser les données pendant les refresh ou pendant les synchronisations de données. Côté XPO, on a acquis et installé les modules Client Sync et Object Sync. Voilà. Data Secure, on attend de voir ce qu'on va faire de la RGPD. Et System Builder, on n'a pas senti le besoin. Alors, Client Sync, refresh de mandant SAP. Nous, ce qui nous intéressait était surtout de pouvoir faire des refresh partiels. Comme je vous disais, 4 Tera x 5 environnements x 2 data centers, ça fait beaucoup de bases de données en termes de volume disque. Donc Client Sync permet de pouvoir rafraîchir un mandant à partir d'un autre mandant qui n'est pas forcément la prod, à la fois sur un axe temporel et un axe organisationnel. Donc on peut se dire, je veux faire un refresh de ma production en prenant que telle et telle société, et depuis le 1er janvier 2018, 2017, 2016, suivant le nombre de données que vous souhaitez rafraîchir. Le temps d'export et le temps d'import cumulé, donc, en fait la partie rafraîchissement de données se passe en deux temps. Donc, il y a une partie export de données depuis l'environnement source, qui est enregistrée sous forme de fichier plat, et une partie import sur le système silo. Donc le cumul des deux temps est aujourd'hui pour nous, en tout cas sur un système non complet, bien inférieur aux 5 jours qu'on a aujourd'hui, sachant que dans le niveau de l'import, tout ce qui est BDLS et autres manipulations techniques sont obligatoires au moment d'un refresh classique, est fait en automatique. Le refresh d'un mandant ne coupe pas l'accès à l'environnement. Il coupe l'accès à ce mandant, ne coupe pas l'accès à tout l'environnement. Si on a un environnement qui est multi-mandant, on peut très bien rafraîchir un mandant pendant qu'on continue à accéder aux autres. On a pu voir sur notre système de développement qu'il y a 3 mandants. Pendant qu'on construisait un nouveau mandant de test pour les développeurs avec 3 mois de données, les développeurs peuvent continuer à développer, à tester sur le deuxième, il n'y a pas de coupure. Si le système est monomandant, il est coupé. Si plusieurs, c'est possible. Et votre intérêt, qu'on peut garder des copies de nos systèmes et pouvoir rejouer les imports plusieurs fois. On ne l'a pas encore mis en place, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser dans les mois qui viennent pour les environnements de formation. Si on veut construire un environnement de formation avec nos propres données, une fois que les utilisateurs ou les gens formés ont joué avec l'environnement, on peut l'écraser et le remettre propre tel qu'il était à la base avant la formation. Ça marche aussi pour des données unitaires ou les rôles, les custos, les utilisateurs. Si on veut se faire une petite sauvegarde de quelques données, on peut tout à fait les exporter et puis pouvoir les réimporter à demeure dans l'état initial. Donc ça, c'est l'objet, c'est le module Client Sync. L'autre module qu'on utilise est l'Object Sync, donc pour les copies d'objets SAP. Donc en VDSM, on peut se dire on veut remonter, je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises, mais en gros chez XPO, on a des services qui créent les données de base de manière centralisée ou qui font du paramétrage de manière centralisée directement en production, ce qui fait que la plupart de nos environnements non propres ne sont pas forcément à jour en même temps, voire jamais. Du coup, l'outil nous permet de pouvoir synchroniser, ou en tout cas mettre à jour nos systèmes non productifs au niveau des données de base, d'une certaine partie des tâches de paramétrage SAP, de manière soit volontaire, soit automatique, parce qu'on peut planifier ces mises à jour au niveau des environnements non productifs. Je pense par exemple les centres de coûts, les comptes comptables, les articles, voilà. Toutes les modifications que les utilisateurs peuvent faire au fil de la journée peuvent être remontées dans les environnements non productifs à demeure, quand on souhaite, soit volontairement, soit de manière planifiée. Au niveau des données transactionnelles, là c'est
plus pour la construction de données de pièces ou pour, quand on veut rejouer des reprises de données, ce genre de choses. On peut du coup remonter des données transactionnelles d'un moment sur un autre, un flux SD, un flux MM, des pièces comptables. Voilà, à peu près tous les objets SAP sont existants dans le panel IDSM. Leur gros avantage est que quand on remonte un flux transactionnel, enfin un flux MM ou un flux SD, on peut demander à l'outil de remonter tous les objets qui sont inhérents à ce flux. Donc, si par exemple on demande une facture SD, le système va automatiquement remonter la commande, potentiellement le contrat, voilà, tous les documents précédents, potentiellement les documents suivants si on le souhaite, et toutes les données de base afférentes. Le choix est laissé à l'utilisateur de les remonter, de ne pas les remonter, d'écraser ou pas les données dans l'environnement cible. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et c'est une option qu'on commence à beaucoup utiliser et qui est quand même très pratique. Et qui permet également de potentiellement limiter le nombre de refresh qu'on a besoin de faire au cours de l'année ou au cours des différents mois. Faire un refresh pour un projet ou pour dire on a besoin de données qui sont impérativement du mois passé, c'est potentiellement cher à la fois en termes d'humains et ça coûte potentiellement les environnements. Alors, avec ObjectSync, on peut se dire on remonte juste quelques flux métiers de manière à pouvoir tester de nouvelles évolutions, de nouvelles fonctionnalités. Ce qui nous a également beaucoup plu dans l'outil au niveau de ce module ObjectSync, ce qui n'est pas confié qu'aux équipes techniques, mais également aux équipes fonctionnelles, voire aux équipes business, et que le menu de l'outil est très semblable au menu SAP. C'est qu'il est axé très fonctionnel comparé à certains autres outils du marché qui sont quand même très vers la technique. Alors, là, l'outil permet quand même de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne connaît que le fonctionnel et pas du tout la date ou la technique SAP. C'est plutôt très bien fait. En termes de technologie, pour ceux qui connaissent, au niveau des master data, l'outil se base sur les copies pures et dures de bases de données, les enregistrements en table. Chaque objet est mappé dans l'outil DSM et recopié d'un environnement source vers un environnement cible. Au niveau des objets transactionnels, l'objet se base sur toutes les bâtis standards SAP ou autres pour recopier les données. Ça a comme avantage de, si toutefois vos programmes ou si vous êtes en train de tester des nouvelles fonctionnalités ne sont pas équivalents entre la productif et l'environnement cible, du coup, la création du nouvel objet, de la nouvelle commande, de la nouvelle pièce comptable passera par les nouveaux exits, les nouvelles modifications fonctionnelles. Il n'y aura pas juste une copie pure et dure de base de données qui pourrait potentiellement vous amener à des données incohérentes dans votre système. Donc FileSync, aujourd'hui, on l'a utilisé pour, comme je vous l'ai dit précédemment, créer un nouveau système dans l'environnement dev. On avait un système de dev en début d'année qui avait deux mandants, donc un de référence où il n'y a pas de données, et un avec des données qui avaient été créées au fil du temps, mais qui n'avaient jamais été rafraîchies depuis un système productif. Il n'y avait pas de données réelles. Grâce à DSM, on a pu du coup créer un environnement de développement avec une copie de production et du coup des données relativement cohérentes. Sachant qu'en standard, on n'aurait pas pu le faire. C'est un export de mandant de 4 TB, SAP, c'est pas faire. Voilà, c'est à peu près le seul moyen qu'on avait de pouvoir avoir des données pertinentes en environnement de développement pour nos développeurs. Au niveau de la taille, on verra sur les slides précédents, je ne sais plus, sur 3 mois de données, le 4 TB, on est passé à 500 Go, 600 Go, quelque chose comme ça. Réduit par 9 à peu près la taille de l'environnement, ce qui est plutôt appréciable. Notre idée à terme, une fois qu'on aura réussi à faire migrer tous nos environnements non productifs de 4 TB à 1 Tera, 1 TB, va être de pouvoir dupliquer le nombre de mandants sur chaque environnement, de manière à pouvoir créer des mandants dédiés pour les projets. Dans l'entreprise, on peut avoir des chefs de projet qui arrivent en disant voilà, j'ai fait le projet, il va durer 1 an, 6 mois, mais j'aimerais bien avoir mon environnement de recettes à moi tout seul, un peu dégagé du reste, de manière à pas
pas à aller polluer à la fois les autres projets et que les autres projets ne viennent pas me polluer. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec des SM tout en ayant une capacité de volume relativement identique à l'existant, pour avoir à rajouter du 10 sur le long. Ça, c'est nos prévisions, on attaque ça le mois prochain. Alors là, je vous ai mis quelques temps, je pense que c'est ce qui vous intéresse, et nous, quand on faisait notre démarche de benchmark, c'était d'avoir des temps. Comme je vous l'ai dit au début, voilà, c'est des temps sur nos environnements. C'est pas forcément le reflet de ce que vous pourrez avoir chez vous, en fonction de si vous êtes sur un ANA par ANA, sur des V2 Oracle. On a eu plusieurs tirs de tests avec Tony lors de l'implémentation. Il y a quand même beaucoup de tuning à faire sur le niveau de l'environnement et de l'outil, de manière à avoir des temps qui deviennent pertinents. Donc au niveau de l'export de données, on est en production, c'est la 3e ligne. Un export de notre base de 4 Tera et demi sur 3 mois de données prend à peu près 3 heures. Donc, en 3 heures, on a créé notre image. Avec un volume estimé en restitution à 268 gigas pour 34 Tera et demi. C'est indicatif, hein, la donnée, vous savez combien ça faisait, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les file export au niveau des administrations des utilisateurs et des rôles. On a la possibilité, un peu comme on l'avait fait avec un refresh standard, avant d'écraser un mandant, de pouvoir exporter de ce mandant les rôles et les utilisateurs, de faire notre copie, et puis après de remettre les utilisateurs tels qu'ils étaient avant, de manière à ce que les utilisateurs ne soient pas perturbés, et puis on ne pas change qui manque des utilisateurs. Au niveau des imports, donc la partie du bas, donc l'export qu'on a fait en 3 heures, il a été intégré en 8h40. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on a fait un refresh en 11 heures, en partant d'un mandant vide. 5 jours à 11 heures, c'est plutôt pas mal. Plus l'import des utilisateurs, 10 minutes, ça reste marginal. Sur tous les temps qu'on a à peu près calculés ou sur les tests qu'on a pu réaliser, et qu'entre un vendredi soir et un lundi matin, un refresh de mandant peut être réalisé sans qu'on ne demande pas trop de données en termes temporels. En même temps, les opérations manuelles, les équipes. Voilà. L'avantage est que seules les données mandant dépendantes sont écrasées, donc tout ce qui est intermandant n'est pas. Donc tout ce qui est vos accords d'interchange, tout ce custo IDOC, les files, les fichiers. Voilà, et tout le paramétrage intermandant ne va pas être écrasé. Ils ont autant de boulot qu'il n'y a pas à refaire non plus en tâche post-refresh. Alors le module qu'on n'a pas, mais qu'on peut inclure au milieu de cette mécanique, est donc la minimisation des données ou la transformation de données. Tout à fait, la partie data secure peut s'utiliser en autonomie directement sur un système, mais peut aussi s'accoupler avec Object-Sync ou Client-Sync directement lors de l'export pour anonymiser les données pendant l'export. Donc ça, c'est à peu près les mêmes temps du slide d'avant. Ça vous montre à peu près l'interface. Enfin, vous devrait être dans la vidéo après. C'est l'interface Client-Sync. Voilà. C'est des écrans SAP, c'est de la base. En termes d'installation, ça reste un ordre de transport. Il n'y a pas d'architecture à prévoir. C'est juste un programme ABAP. Juste entre guillemets. Un bon programme ABAP, c'est un ordre de transport assez gros, mais ça reste de la base. Voilà, après vous voyez, vous verrez les différents temps d'intégration. Les 8h49 sur la 3e ligne, c'est l'import de données depuis notre production. Ça, c'était pour la création de notre mandant de développement. Alors, Object-Sync est un outil, d'autres modules de SAP qu'on a installés, qu'on utilise beaucoup plus souvent que Client-Sync, qui nous permet, du coup, comme je le disais précédemment, de synchroniser majoritairement toutes nos données de base. Alors, on l'a énormément utilisé pour les matricules HR dans le cadre d'un gros projet de OneHR et d'un changement de logiciel de paye. Donc voilà,
grâce à DSM et tout en évitant un refresh de 5 jours, on a pu tester des processus de paye sur un environnement non productif avec, grâce à la synchronisation de tous les matricules HM, de tous les infotiques qui vont avec. Nos comptes généraux, nos clients, nos fournisseurs. Voilà, l'utilisation au niveau des données de base est vraiment quelque chose qui est simple, rapide. La prise en main est vraiment ultra rapide et c'est très efficace. L'intérêt au niveau des données de base est qu'on peut les planifier. Voilà. Donc on va faire ça assez rapidement de notre côté, en se disant que chaque week-end, on resynchronise les données de base sur le système de recettes. Comme ça on est bien. De données transactionnelles, j'en ai parlé. Il y a plein d'autres objets qu'on peut synchroniser avec DSM qu'on utilise pas mal, notamment moi. Tout ce qui est IDOC, des configs de table spécifiques, des accords d'interchange, voilà, des custos qu'on a l'habitude de faire en production quand un nouveau client arrive, un nouveau fournisseur. Alors, on peut remonter toutes ces données-là dans les environnements non-prod grâce à Objectseek. Alors, pourquoi on l'utilise? On l'utilise en environnement de développement pour que les développeurs puissent tester les bugs avec les mêmes données que les équipes de recettes. Donc on synchronise les données de recettes en développement. Le testeur, enfin le développeur peut débugger sur le même cas que la personne qui a découvert le bug. C'est plus simple que de faire des transports jusqu'à ce que la correction soit faite. On utilise dans les environnements du AT pour remonter les données des utilisateurs qui vont faire les tests business. Voilà. Un utilisateur qui va faire un test pour l'IT aime bien travailler avec ses propres données, c'est beaucoup plus parlant pour lui. Si quelqu'un, côté business, doit tester un flux de commandes, si on arrive à lui remonter les commandes qu'il a créées la semaine d'avant, il n'est pas perdu, il sait de quoi ça parle. Pour lui, c'est beaucoup plus simple d'aller tester ces nouvelles fonctionnalités sur des données qu'il connaît. Et puis pour des recherches de cas de prod qui ne sont pas forcément évidents à créer ou qui demandent beaucoup d'autres outils. Voilà à peu près les cas d'utilisation qu'on peut avoir de DSM. Bon, des temps pour pas de synchronisation de données, donc ça va vraiment très vite. Hein. On est de l'ordre de la minute pour chaque synchronisation. Un client, un fournisseur, une commande avec toutes les données autour. Voilà, c'est autour de 2 minutes, de quelques secondes. C'est vraiment très rapide. Les écrans sont les mêmes que côté Planeutique. On voit toutes les synchronisations. Au niveau des données de base, c'est l'écran qui est le plus à droite. Au niveau des données de base, on peut avoir différents choix, dire mon client, quand je le copie sur l'environnement cible, je veux changer son numéro, je veux qu'il garde le même numéro, je veux le dupliquer 1 fois, 10 fois, 15 fois. En plus, on peut générer des données de test en masse selon les besoins. Au lieu de synchroniser 10 fois la même donnée, on peut demander à l'outil de le faire 10 fois dans le même run. Ça, on a directement 10 cas de test et le développeur ou le testeur en recette peut s'amuser directement. Par exemple, dans le cas qui est à droite, on voit que les clients ont changé de numéro. Voilà, le client avait, enfin le fournisseur en l'occurrence, avait tel numéro d'environnement source et il aura tel numéro d'environnement cible. Alors au niveau de l'implémentation, elle s'est déroulée début d'année, début janvier, sur une période d'environ 10 jours. Ça a pris à peu près 2 semaines, le temps de tout installer, de faire tous les tunings et le paramétrage nécessaire à ce que l'environnement tourne, à ce que l'outil tourne correctement sur nos environnements, adapté à la fois au nombre de process qu'on a sur les machines, à la base de données, à la puissance des processeurs et d'autres. Donc voilà, il y a à peu près 10 jours d'intervention d'un consultant IP12. C'est quand même relativement rapide. Hein. On va dire que pendant ces 10 jours-là, il y a un refresh qui est fait, plus la formation aux différents outils. Donc, début janvier, on a pu créer nos environnements de développement avec l'éditeur pendant la phase de formation. Donc l'implémentation, le paramétrage, le testing, voilà, il y a quelqu'un qui connaît la technique, qui connaît plutôt bien SAP, c'est rien de très caché, il n'y a rien de sorcier, c'est des choses qui restent simples. On a inclus notre infogéreur Dexia dans cette partie.
quand même lui du coup, qui va gérer toute la partie client sync au niveau des refresh demandants. On n'est quand même pas autonome côté, côté développement ou côté business pour faire des refresh demandants tout seul. On a besoin d'avoir l'appui de nos équipes basistes. Par contre, elles gagnent quand même du temps à les faire. Donc ils ont été également formés par EPUs pendant ces 10 heures d'intervention. Les prérequis, avant que l'EPUs arrive, voilà, c'est juste de dire qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut faire les tests, avoir une idée des environnements sur lesquels on peut jouer, voir un environnement qu'on peut casser. Mais voilà, faut juste prévoir un minimum de scénario de test et les données sur lesquelles on veut que les consultants travaillent. Dernier point, donc EPUs a un support d'outils, comme de l'éditeur. Donc en cas de dysfonctionnement de client sync ou d'object sync, on peut loguer des tickets chez EPUs. Je pense que le centre en Afrique du Sud. Alors le support est un petit peu éparpillé partout dans le monde, du coup, il y a une plage horaire assez large, avec du support en français, en anglais, en espagnol. Donc oui, à Atlanta, en Afrique du Sud, en Australie. Je l'ai un petit peu testé ces derniers temps. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent, ils sont très réactifs. Ils n'hésitent pas à faire du développement spécifique dans leur outil pour vous. Voilà, ils s'adaptent vraiment aux besoins. L'outil se veut répondant à SAP dans son standard. Je pense que vous, comme moi, côté XPO, on a énormément de spécifiques, on a détourné potentiellement un petit peu de standard par-ci par-là, qui fait que l'outil ne marche pas forcément comme il devrait marcher. Voilà, donc de ce côté-là est tout à fait prêt, destiné à tordre un petit peu son outil pour répondre aux besoins de tout à chacun. On essaye, c'est une modification qu'on met en place, on essaye de mettre en place dans une orientation globale pour pouvoir le déployer à tous nos clients qui potentiellement pourraient avoir des situations identiques. Le support, plusieurs fois, est venu débugger sur ma machine. On partage l'écran, ils viennent débugger directement chez nous. Comme ça, ils voient tout de suite où est le problème, et ils renvoient un noté pour corriger. Voilà, c'est plutôt pertinent et ça marche bien. En termes de conclusion, de mon côté, donc la création des mandants réduits, donc c'est un gain de temps au niveau des refresh et un gain de temps au niveau des refresh et c'est un gain de temps parce que l'indispo des environnements est moindre. Et un accroissement du niveau de test. Voilà, un développeur qui n'avait pas forcément de données de test avant pour pouvoir tester ses développements. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment l'excuse de dire j'ai pas testé, j'ai pas pu. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et peut être aidé par les équipes fonctionnelles pour monter ses cas tests pour aller rechercher les données. La réduction des environnements non productifs. Au-delà de l'aspect coût d'un Exadata qui n'est pas donné, ça permet de gagner du temps de backup et d'autres perfs. Comme je l'ai dit, c'est en cours, mais on a bon espoir, on a tenté sur nos environnements de test et le bac à sable, la réduction de la base de données marche bien. J'ai une petite question. Oui. Vous avez déjà prévu l'anonymisation aussi de vos systèmes intelligents? Alors, on en a discuté, on avait parlé de data secure pour le coupler à DSM. Sur cette partie, on a une équipe SOX et contrôle interne qui s'occupe de la GDPR. Et en gros, on attend leur directive pour savoir comment est-ce que les données vont être gérées chez XPO d'un point de vue plus global que SAP. SAP est une application parmi tant d'autres dans le groupe. Voilà, on n'a pas voulu prendre les devants ou aller à l'encontre de ce que l'audit interne peut décider au niveau de l'anonymisation des données. Du coup, c'est pas fait. Après, si on nous demande d'anonymiser les données lors de nos refresh ou de nos environnements SAP, il y a de grandes chances qu'on parte sur Data Secure. On va forcément aller chercher un autre outil, mais voilà. Donc pour l'instant, on l'a pas en attente des décisions. Oui. Donc dans les projets de il y a aussi des données qu'on veut conserver, qui sont importantes
travers un nouveau test, par exemple, la connexion directement, Ouais. la connexion web service, comment ça se passe? C'est géré aussi Alors, tout ce qui est connexion au web service, toutes ces données-là doivent être intermondantes, donc elles ne sont pas écrasées. Alors, les web services sont une exclusion bien spécifique, tout comme les accords d'interchange qui sont non dépendants. L'outil par défaut est configuré pour ne pas écraser ces données-là sur le système cible. Après, on peut modifier le comportement par défaut assez facilement en ajoutant ou en supprimant des tables. Mais voilà, c'est une partie qu'on ne va pas écraser qui va rester intacte. Parce que si je comprends bien, vous créez d'abord un empty shell. Donc l'empty shell se crée avec vos outils en fait. Alors, pas systématiquement, pour Bon, le nous, coup. on le fait pas, mais Voilà. Je disais 4 Tera et demi ou 4 Tera 7, ça prend du temps à supprimer un mandon au niveau data. sur les tests qu'on a fait, on les a pas supprimés, on a écrasé direct. Alors, Comme le expliquait Tony. ouais, alors en effet, c'est l'outil qui fait les suppressions des données. L'outil a plusieurs algorithmes en place dans le moteur pour pouvoir gérer une optimisation au niveau de la suppression. Typiquement, si on a un seul mandant sur le système, l'outil, de façon intelligente, va faire un drop des tables plutôt que de faire du delete. S'il y a un mandant plus gros et un tout petit, on va faire un petit backup temporaire du petit, on va dropper l'autre et on va remettre l'autre en face. Donc voilà, il y a tout un. Mais ouais, différentes mécaniques afin d'optimiser ces opérations. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la chance de conserver certaines tables qui seraient dépendants du mandon. À ce moment-là, on peut les conserver. Il y a tout un paramétrage, quasiment toutes les tables SAP listées, on peut dire je le prends, je ne prends pas. Ça va ce qu'on fait. Mais... Par exemple, toutes vos tables Z vont être automatiquement importées en full. Si typiquement vous avez une table Z, c'est des logs, vous le savez, vous n'en avez pas besoin sur votre système cible, on va pouvoir l'ajouter en exclusion, on ne va pas l'exporter. Et comment l'outil va gérer Objecting? Vous parlez des modifications de standard. Si on les a faites proprement, les modifications en question, incluses dans des petits exits qui vont bien dans les tables, l'outil arrive à dynamiquement prendre en compte ça ou pas? L'outil va utiliser la BAPI standard. Donc s'il y a un exit qui a été modifié à l'intérieur de la BAPI, puisque le SAP le permet, quand la nouvelle donnée va être importée, il va forcément passer par la modification qui a été apportée. Et limite, rien qu'avec l'outil, vous pouvez quasiment tester déjà le développement qui a été réalisé sans forcément aller recréer des données. Mais oui, sauf si le développement est mal fait, ça ne marchera pas. Mais si ça passera directement. Il s'appuie vraiment sur le standard SAP. On a un outil similaire en fait à celui-là, mais la problématique qu'on rencontre, c'est le refresh des données de un monomandant vers un système de développement, par exemple, multimandant. C'est ce qu'on a fait là, on a pris de la prod qu'on a mis en dev d'un mono vers un multi et on n'a vraiment aucun problème. Qu'est-ce que vous faites pour toutes les tables qui sont intermandants? Est-ce que vous les écrasez, vous faites quoi, ou vous n'êtes pas forcément sur un refresh complet, c'est-à-dire 80-20, 80 cohérents, 20% à gérer manuellement? Parce que là, c'est un vrai point qu'on rencontre nous aujourd'hui. On ne vient pas du tout mettre à jour les tables indépendantes du mandant. Ça, c'est la partie plutôt system builder. Et là, pour le coup, chez XPO, ils ne l'utilisent pas, ils font du refresh de mandant directement. Donc, toutes ces tables qui peuvent être partagées entre les différents mandants ne vont pas du tout être impactées, et on ne va pas y toucher, on ne va pas les changer. Et comment vous êtes sûr que ce que vous avez transféré d'un système source vers un système cible est cohérent au final? Parce qu'un data model quand même, il faudra respecter sur la destination. Moi, j'en suis pas sûr. C'est EPUs qu'on est sûr en nous attestant que l'outil fonctionne et qu'il a été certifié par SAP. Voilà. Après les premiers refresh, on n'a pas dit ouais, c'est cool, on arrive à le démarrer, puis on arrive à afficher une commande. On a quand même demandé aux équipes fonctionnelles d'aller vérifier que le refresh était quand même cohérent, que les totaux FI étaient toujours les bons, que les soldes de décompte étaient bons. Alors, on a quand même poussé un peu les tests. Oui, on a fait, personnellement, on a fait des vérifications fonctionnelles au niveau du résultat de l'import demandant pour vérifier que c'était juste. Je pense qu'au niveau du change management, vous devez être aussi extrêmement pointu parce que ce que je développe en développement doit finir en production. Donc si on commence à avoir des cadavres, des choses qu'on n'a pas passées au calme en production. Au niveau des OT mandants dépendants, par exemple, on parle à ce moment-là des différences. Donc, c'est les mandats indépendants qui sont graves. Si vous avez une incohérence entre le mandat cible et le mandat source, parce que vous avez un autre cadavre qui est resté au milieu, quand vous arrivez, vous avez une incohérence par rapport à votre modèle de données et vos données qui arrivent. C'est là qu'il y a une chaîne de 5, on va dire qu'il y a pour la dev, il peut y avoir des OT cadavres, comme vous dites, s'il faut libérer ou autre. Ça, de toute façon, on ne raconte pas l'environnement de dev, donc de toute façon, ça ne bougera pas. On a l'environnement de
recette qui peut avoir ce genre de problème. Enfin, on ne s'exclut pas, une fois par an, tous les 2 ans, au milieu de refresh petit, d'avoir un vrai gros refresh pour vraiment tout resynchroniser. Après, au niveau du change management, sur toute la chaîne qu'il y a derrière, normalement, il n'y a rien qui traîne. En termes de change management, c'est pas possible. Donc, l'intégration est vraiment à l'image de la prod à l'UT près. Et le système de formation, voilà, c'est des développements qui passent en UAT. Ils vont forcément finir en prod, le business va pas dire je m'arrête là. Et après, on fait des revues notées de temps en temps à dire quels sont les notés que chez un endroit et pas à l'autre, et on fait des comparaisons d'environnement, enfin de endroit. Donc, ça peut être, si les environnements ou les transports sont un peu trop libres, d'avoir des environnements qui peuvent diverger au niveau des données intermédiaires. L'outil, dans la mesure du possible, va essayer de gérer ce problème-là. C'est-à-dire, si on exporte des données d'une table, il y a un champ supplémentaire qui n'est pas sur le système cible, on va insérer les données, sauf cette colonne. Mais on va tout de même insérer les données. Et indirectement, si on a une colonne en moins sur le système source qui n'est pas sur le système cible, on va remplir cette colonne à vide. Donc il va essayer de le gérer, mais dans la mesure du possible, parce que techniquement, si c'est une clé, il va essayer, mais il ne va pas pouvoir. Donc, voilà. Donc finalement, tous les programmes qui vont taper sur cette table-là, ils vont dumper au final. Non, parce que le format de la table ne change pas. Le format, voilà. Mais les colonnes, Non, il ne touche pas. En remplissage, mais la structure de tes tables, l'outil ne touche pas. Ouais, c'est ça mon point en fait. Il ne modifie pas la structure des tables, les champs, les clés ou autre. En fait, il fait que remplir le contenu. Si vous avez des tables générées qu'il faut transporter, je pense qu'il faut peut-être compléter avec des transports à part pour resynchroniser les environnements. Éventuellement, si vous avez identifié le souci, on peut toujours réappliquer le l'OT manquant et puis réimporter les données manquantes, mais sinon l'outil va essayer de le gérer. Typiquement, dans le cas suivant où on n'a pas passé des transports en production, il faut faire un rafraîchissement de la cale. Donc la cale a peut-être un niveau de custom un peu plus haut, donc une ou deux tables avec des champs supplémentaires, des colonnes supplémentaires, et qui font qu'au moment de la copie, il y a un risque de problème. Tant que ce n'est pas la clé, normalement ça se passe bien. Enfin, ça ne sera pas pire qu'au moment où le dé passera en production ou la colonne sera ajoutée. La logique sera pas respectée en fait, parce qu'il y a un data auquel on s'attendrait à voir. Il va le gérer dans la mesure du possible. Après, là, il y a 2 solutions. C'est une, repasser l'OT en question, repasser les auteurs en question. Ou l'autre, si vraiment on a un système, par exemple, qui est hors paysage, qui est complètement obsolète au niveau du dictionnaire SAP. L'autre solution, c'est d'utiliser avant le planning la partie system builder, qui, elle, va remettre à jour toute cette structure du dictionnaire SAP, les clés de la BAP, les structures de table, et ensuite, par-dessus ça, on fait la partie planning. Je crois qu'on a fini. Peut-être une dernière question. Oui, moi je voulais savoir comment vous avez déterminé la profondeur des données à copier les 3 mois. Alors ça, c'est vraiment des décisions. Alors, les 3 mois, là, c'était pour les tests, histoire d'avoir quelque chose de pas trop petit, mais pas trop gros non plus. Alors là, les consultants viennent que 1 ou 2 semaines. On ne peut pas se dire qu'on fait des exports de 5 ans pour voir à quoi ça ressemble et puis dire ça ne marche pas. Donc les 3 mois, c'est parti comme ça. Après, c'est aussi les consultants côté Epiguse avec l'expérience qu'ils ont. C'est à peu près ce qu'ils recommandent. Après, d'un point de vue chaîne de production de notre côté, le landscape SAP, on a décidé d'un point de vue métier fonctionnel de faire des refreshs avec un exercice complet. Donc en gros, le refresh qu'on va attaquer début novembre, on va partir au 1er janvier 2017. Voilà. On garde un exercice complet plus l'exercice en cours. Et finalement, sur les 5 environnements, lesquels est-ce que vous rafraîchissez? Alors la dev, on essaie de rafraîchir, donc on a 3 mandants, donc, les 2 qui ne sont pas celui de référence, on essaie de les rafraîchir, on va essayer à tour de rôle. Après, recettes, après tous globalement, vont tous y passer. Y compris sur l'environnement d'intégration, là, y compris sur l'environnement. Un jeu de données réduit. Ouais, c'est celui qu'on va faire en premier. Sachant que celui-là, dans notre landscape, il sert surtout à tester la séquence de transport pour les mises en prod. En gros, personne ne va vraiment travailler dedans. Celui-là a tout intérêt à être très réduit parce que personne ne va jamais. On a un petit peu sauté la démonstration, pris par le temps. N'hésitez pas à venir sur le stand, on peut faire des démonstrations directement. Merci beaucoup de votre attention.
Bonne journée. Merci.